C'est un plaisir de vous avoir aussi nombreux aujourd'hui pour ce webinaire de restitution des résultats de notre étude Campus Care et au-delà des résultats de notre recherche, un temps d'échange et de réflexion autour de la question des jeunes adultes aidants. Quelques petits rappels des règles de fonctionnement de ce webinaire. Nous demanderons à tous les participants non intervenants de couper leur son et leur caméra. Les questions seront à poser dans l'espace de discussion dans le chat et nous prendrons le temps d'y répondre à l'issue des différentes parties de ce webinaire. Voilà, donc pour nous permettre donc notamment d'avoir l'affichage vidéo des différents intervenants. Eh bien, il est 14h03. Je propose que nous démarrions cette session et je donne la parole à ma collègue, le professeur Aurélien Intas, pour l'introduction générale. Merci Géraldine. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait d'abord vous proposer une petite définition des jeunes adultes aidants pour voilà, qu'on soit bien sur les mêmes définitions du terme. Donc nous, on considère que ce sont des jeunes de 18 à 25 ans donc, qui vont apporter des soins, de l'assistance ou du soutien non rémunéré à un proche qui est en situation de handicap, a une maladie chronique, un problème de santé mentale ou tout autre problème de santé qui va être associé à un besoin de soins, de soutien ou de supervision. Alors, où en est la France sur cette question? Nous avons des collègues à l'étranger, le professeur Le et Becker, qui ont proposé une classification des pays par rapport à leur état d'avancement sur la question des jeunes aidants. Et ce classement, il est basé sur les politiques publiques, l'état d'avancement des politiques publiques, l'état d'avancement de la recherche et les services qui sont proposés pour les jeunes aidants. Donc, vous voyez, la classification, elle se fait en 7 niveaux, avec le premier niveau, le niveau intégré, qui serait le niveau un peu idéal, où les jeunes aidants seraient parfaitement identifiés, accompagnés. Le deuxième niveau, le niveau avancé, qui est le niveau qui correspond à celui du Royaume-Uni, le seul pays positionné sur ce niveau-là, qui travaille sur cette question depuis plus de 30 ans. Et puis, vous voyez que c'est un classement qui va jusqu'au niveau 7, où là, il n'y a pas de réponse pour les jeunes aidants. En 2017, quand cette classification a été proposée, la France en était au niveau 6. Et depuis, grâce à l'état d'avancement des politiques publiques, de la recherche et des services qui se développent petit à petit à travers le territoire, nous sommes actuellement au niveau 5. Et donc, voilà, nous espérons aussi à travers ce webinaire pouvoir faire avancer les réflexions pour petit à petit s'orienter vers le niveau 4 préliminaire. Avant de rentrer dans le détail de la recherche Campus Care, un petit point sur notre programme de recherche à l'université Paris-Cité, où avec Géraldine Dorard, nous avons développé le programme GED et en 5 ans, nous avons développé un certain nombre de recherches avec un premier volet qui porte directement sur des recherches qui portent sur les jeunes pour identifier les jeunes aidants, caractériser leurs difficultés, identifier leurs besoins. Un deuxième volet sur les professionnels de santé pour mieux comprendre leur représentation et leurs pratiques auprès des jeunes aidants. Et puis, un troisième volet sur les interventions destinées à les aider, notamment à travers l'évaluation des ateliers artistiques répit développés par l'Association nationale Jeunes Aidants Ensemble, avec qui nous collaborons étroitement. Et donc, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'étude Campus Care qui a été sous la responsabilité de Géraldine Dorard. Et dans le cadre de cette étude, nous avons eu le plaisir d'accueillir Basilie Chevrier dans le cadre d'un post-doctorat. Et depuis, elle a été recrutée en tant que maître de conférence
conférence en psychologie différentielle à l'université d'Aix-Marseille. Et voilà, nous avons le plaisir de continuer à travailler avec elle, puisqu'elle s'est pleinement saisie de cette question des jeunes aidants et continue à poursuivre des travaux là-bas. Donc, elle présentera aussi une partie des travaux dans un instant. Mais je repasse d'abord la parole à Géraldine Dorard, qui va vous présenter la première partie des résultats. Merci Aurélie. Bien, alors, concernant spécifiquement l'étude Campus Care, il nous semble important d'adresser nos plus sincères remerciements à Clésia, qui a financé cette recherche et sans qui la conduite d'une étude d'une telle envergure n'aurait pas été possible. Donc, vraiment merci encore une fois aux différents acteurs qui se mobilisent pour faire vivre la recherche sur les jeunes aidants en France. Leur collaboration et leur soutien est vraiment extrêmement précieux. Alors, l'étude Campus Care, c'était quoi précisément? Eh bien, nous avons inclus 6 767 étudiants. Ces étudiants, ils étaient âgés de 18 à 25 ans. Nous avons souhaité qu'ils n'aient pas d'enfants afin de ne pas venir polluer un peu les données concernant les activités de soins, puisque les enfants le nécessitent. Ils devaient être en formation initiale et les étudiants étaient invités à participer à l'étude en ligne. Cette étude, elle respecte la conformité réglementaire sur le plan de l'éthique de la recherche et du traitement des données. Alors, ces données, il s'agissait donc d'auto-questionnaires qui ont permis le recueil d'informations sociodémographiques et familiales, d'informations relatives à la confrontation, à la maladie ou au handicap. Les activités d'aide apportées étaient évaluées à l'aide de 3 outils permettant donc de préciser le type d'activité et l'intensité de l'aide. Les étudiants étaient également amenés à renseigner des informations relatives à leur santé physique et psychologique et enfin à apporter des informations relatives à leur trajectoire académique. Alors, je vais donc maintenant, après la présentation de la méthodologie de l'étude, aborder la question de qui sont les jeunes adultes aidants étudiants, et plus précisément la question de la prévalence et des caractéristiques associées à ces jeunes. Alors, concernant les prévalences, c'était un objectif, un enjeu important de l'étude, et ce, d'autant plus qu'il y a peu de données à l'international, spécifiquement sur cette question de la jeune adulte aidance. Dans ces études, les prévalences se situent entre 5,3 et 18,5%. Et il y a une seule étude qui a porté spécifiquement sur les étudiants aidants, une étude qui a été conduite en Norvège et qui a rapporté une prévalence de 5,5% d'étudiants aidants. Mais quand on a donc démarré l'étude, il n'y avait aucune estimation de combien ces étudiants étaient en France. Alors, dans le cadre de l'étude Campus Care, je vous l'ai dit, 6 067 étudiants qui ont complété les évaluations. Un premier résultat qui nous semble signifiant, c'est que 63,2% de ces étudiants ont rapporté être confrontés à la maladie ou au handicap d'un proche. Cette proportion, elle retient déjà notre attention puisque la confrontation à la maladie ou au handicap a en soi des effets sur l'ajustement de l'individu. Comme on a suivi la même méthodologie que celle qu'on avait adoptée dans le cadre de l'étude AdoCare conduite chez les lycéens, certains d'entre vous sont peut-être familiers avec cette étude. On a donc déterminé, en fonction de l'intensité de l'aide apportée, la proportion d'étudiants que l'on pouvait considérer comme étant des jeunes adultes aidants. Et nous avons abouti à une prévalence de 15,9% de jeunes adultes aidants étudiants. Alors 15,9%, une prévalence donc non négligeable, qui est dans les fourchettes très hautes des études relativement à la littérature internationale. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente environ 450 000 étudiants. Et puis, pour les collègues universitaires qui seraient présents aujourd'hui, eh bien, dans un amphithéâtre de
100 étudiants, ça veut dire qu'on a 16 jeunes qui sont dans cette situation d'aidance, donc qui sont confrontés à la maladie ou au handicap et qui, en plus de cette confrontation, apportent un niveau d'aide élevé, très élevé à leurs proches. Ces jeunes aidants, en caractéristique générale, ils étaient âgés d'environ 20 ans et on avait une proportion très élevée de femmes, hein, puisqu'elles étaient 85,7% dans notre échantillon. Un autre fait qui nous semble important de décrire, c'est que parmi ces jeunes aidants, on avait 18,3% qui n'avaient pas conscience d'aider un proche. Quand on les interroge, on leur pose la question directement: apportez-vous de l'aide à un proche? Eh bien, malgré le fait qu'ils présentaient tous des niveaux d'aide extrêmement élevés, eh bien, près de 20% ne répondent pas positivement à cette question, et on verra que cette absence de conscience peut avoir des incidences, notamment par rapport à la possibilité de se saisir d'aide ou d'accompagnement qui leur serait proposé. Les spécificités des étudiants aidants, donc là, comparativement aux autres étudiants qui n'étaient pas aidants, donc ils étaient plus souvent des femmes. Ils avaient, en termes de situation familiale, des caractéristiques qui les différenciaient. Ils vivaient moins souvent seuls, ils avaient plus de frères et sœurs, et ils étaient moins souvent les benjamins de leur fratrie. Et puis, une plus grande précarité financière que l'on a pu déterminer à partir de différents indicateurs, hein, une perception subjective d'une situation financière plus défavorable, le fait qu'ils travaillaient davantage pour subvenir aux besoins de la famille, ou encore le fait que leurs parents étaient plus fréquemment en dehors d'une activité professionnelle. Qui étaient les proches aidés? Eh bien, les résultats de Campus Care ont montré que les jeunes aidants étudiants aidaient majoritairement leur mère, suivis donc des pères, des grands-parents ou de leurs frères et sœurs, et ce dans des proportions plus homogènes, hein. Ce qui se détache vraiment, c'est la proportion qui apporte de l'aide à leur mère. Ils étaient également nombreux, hein, 66,4% à aider plusieurs proches, d'où le fait que vous n'arrivez pas à 100% dans le graphique des proches aidés, hein. Donc 66, plus de 66% qui pouvaient être confrontés à la fois à la maladie de leur mère et d'un frère et sœur, par exemple. Et ils vivaient majoritairement, avec au moins un proche malade. Donc, on peut envisager ici une confrontation quotidienne aux effets de la maladie ou du handicap de leurs proches, et donc de l'aide mobilisée. Concernant les maladies et les handicaps des proches aidés, les résultats ont mis en évidence une proportion extrêmement élevée de jeunes aidants étudiants qui apportaient de l'aide dans un contexte de maladie psychiatrique. Donc là, recouvrant les troubles mentaux, mais également les addictions. Et puis donc une proportion aussi non négligeable de jeunes adultes aidants étudiants qui apportaient de l'aide dans le contexte d'une maladie somatique grave et chronique. Autre point important, ils étaient nombreux, hein, près de 63%, à avoir des proches aidés qui présentaient des comorbidités. Donc, par exemple, un cancer accompagné d'une addiction. Concernant ces résultats chez les étudiants, comme Aurélie a pu vous le restituer, nous avons déployé un programme de recherche qui essaye d'investiguer cette question de l'aidance à tous les âges de la jeune aidance sur l'ensemble du spectre développemental. Et donc, nous avions produit notre première étude à Docker auprès de plus de 4000 lycéens, et nous avions relevé une prévalence de 14,3% de lycéens aidants dans cette première étude. Donc, on voit en première mise en perspective que la proportion chez les étudiants augmente légèrement. Dans le cadre des caractéristiques sociodémographiques, on voit également que la proportion de femmes en situation d'aidance augmente progressivement avec l'âge. Et fait intéressant, la conscience d'apporter de l'aide est également plus élevée chez les étudiants. Et donc là, on peut y lire un fait
développementale, puisque, ces étudiants, seraient, voilà, plus le jeune grandirait, plus il deviendrait en mesure de, prendre conscience, et de pouvoir, communiquer, sur sa situation d'aidance, hein, puisque, cette proportion était inférieure à 70 chez les adolescents, plus jeunes donc. Toujours dans la mise en perspective, il nous semblait intéressant de regarder le profil des proches aidés et on voit clairement, se détacher, 2, différences chez les étudiants comparativement, aux lycéens, hein, avec, des proportions de mères et de frères et sœurs, qui sont, plus importantes parmi, les proches aidés avec, donc, l'augmentation, de l'âge. Et puis donc les étudiants étaient plus nombreux à, rapporter aider plusieurs proches, on donc avec des situations d'aide qui, possiblement donc se multiplient, au sein de l'entourage. Des proportions plus élevées, mais dans une moindre mesure, d'étudiants qui vivaient au moins avec un proche malade. Concernant les maladies, on voit tout de suite sur ce graphique se dessiner une spécificité, dans cette mise en perspective, hein, avec les maladies psychiatriques, qui semblent être beaucoup plus fréquentes dans l'échantillon, des proches aidés, chez les étudiants. Une fois encore, on interprète ce résultat, à un niveau, développemental, c'est-à-dire que on fait l'hypothèse que, avec, l'augmentation de l'âge, les jeunes seraient davantage en mesure de percevoir, les signaux, de maladie, mentale ou d'addiction, et éventuellement de pouvoir aussi, parler, de cette maladie. Donc pour le dire, plus simplement, la maladie psychiatrique serait plus visible, pour, un étudiant, un jeune adulte que, pour, un adolescent. Enfin, et ça, c'est, un résultat, dont on doit vraiment avoir, pleinement conscience, pour intervenir, sur le terrain, hein. Si on considère là possiblement une sous-estimation, hein, chez les plus jeunes, qui serait, pour lesquels la maladie psychiatrique serait moins parlée, au sein du domicile et donc là possiblement un défaut de repérage, d'identification, des plus jeunes confrontés à la maladie mentale ou à l'addiction, enfin, chez les adolescents. Alors en conclusion, de cette première partie, sur les prévalences, 15,9 d'étudiants en situation d'aidance, c'est un chiffre qui nous indique que définitivement, ils sont nombreux, ces jeunes adultes, étudiants. Les résultats ont aussi montré qu'ils avaient des caractéristiques développementales spécifiques, dont il fallait, tenir compte. Et puis, bah, comme c'est souvent le jeu avec, la recherche, de nouvelles questions, qui émergent, notamment autour de la question, de la place de l'aidance dans la vie de l'étudiant. Est-ce que ces étudiants sont les aidants principaux, secondaires ou tertiaires, de leurs proches? Est-ce que, ce positionnement, dans le rôle d'aidant, est une condition, d'engagement, de possibilité de poursuivre, un cursus, dans les études, supérieures? L'autre point qui nous questionne, c'est est-ce que, ils ont, pu se retrouver, à endosser ce rôle d'aidant, au cours, de leur scolarité? Donc la question de la temporalité, de l'aidance, autant de questions auxquelles il va falloir répondre, dans, de prochaines études. Et puis attirer votre attention, sur le fait que là, on s'est, intéressé spécifiquement, aux jeunes adultes aidants étudiants, donc inscrits, hein, dans un cursus d'études supérieures, mais quid, des, jeunes adultes aidants qui n'ont pas poursuivi, leurs études dans le supérieur? Est-ce que finalement, nous avons, avec notre échantillon, capturé les plus résilients, d'entre eux, ceux qui avaient, les meilleures conditions environnementales, pour poursuivre leur cursus? Et donc n'oublions pas, la proportion, de, jeunes adultes 18-25 ans, qui n'ont pas eu cette possibilité, de poursuivre, leurs études, et donc allons investiguer, des marqueurs de vulnérabilité, peut-être, spécifiques, dans cette population. Je clôture cette première partie, de résultats, et je cède la parole à ma collègue Aurélie Intas.
Nous allons donc continuer avec les spécificités de l'aide chez les étudiants. Alors, comme élément introductif sur cette question, d'abord, comment est-ce qu'on conçoit les activités d'aide? Donc, Saul Baker, qui est donc un des spécialistes internationaux sur la question des jeunes aidants, avait proposé d'envisager l'aide sur un continuum d'un faible niveau d'aide et de responsabilité à un niveau très élevé. Et pour déterminer ce niveau, il se réfère à plusieurs éléments. D'abord, la quantité d'aide qui est apportée, la régularité de l'aide, mais aussi la complexité des tâches qui vont être effectuées, le temps qui va être consacré chaque jour, chaque semaine, dans quelle mesure l'aide va aussi être amenée à être associée à des gestes intimes, et puis la durée de l'aide. Donc, quand on se situe à un niveau faible, finalement, ça serait des activités de routine, donc des aides dans les activités instrumentales de la vie de tous les jours. Et ce niveau serait approprié au regard de l'âge et de la culture du jeune. Alors qu'à l'autre niveau extrême, il y aurait un niveau d'aide qui serait considérable, quotidien, significatif. Et cette aide, elle serait indispensable dans les activités instrumentales de tous les jours. En revanche, elle serait inappropriée au regard de l'âge et de la culture du jeune. Alors, qu'est-ce qu'on entend, à quelles activités finalement on pense dans ce continuum? Eh bien, il y en a 6 en tout. Donc les 4 premières, c'est ce qui concerne les tâches domestiques ou la gestion du domicile, aider à préparer les repas, faire les courses, ranger, etc. L'aide administrative et financière, remplir des documents administratifs, avoir un travail pour soutenir financièrement la famille. Et pour ceux qui ont des frères et sœurs, eh bien, soutenir la fratrie, s'occuper des frères et sœurs. Alors, ces 4 niveaux d'aide, c'est des aides qui peuvent être apportées par tous les jeunes, hein, quelle que soit leur situation. Il n'y a pas besoin d'être confronté à la maladie d'un proche ou au handicap d'un proche. En revanche, ce qu'on sait, c'est que les jeunes aidants, ils vont apporter une aide plus importante sur ces 4 niveaux d'aide. Et en plus, ils vont apporter des aides qui sont spécifiques à leur situation, qui sont du soutien émotionnel auprès du proche aidé. Et puis, ils peuvent apporter des soins personnels, médicaux, par exemple, aider la personne à s'habiller, à se laver, faire certains gestes, changer des pansements, des soins infirmiers. Alors, il y a quelques études qui ont cherché à spécifier les aides des jeunes adultes par rapport aux adolescents et qui ont notamment montré que les jeunes adultes étaient plus susceptibles d'aider à prendre son traitement, à échanger avec les professionnels de santé, à payer les factures et à apporter du soutien émotionnel. Si on compare maintenant les jeunes adultes par rapport aux aidants adultes, eh bien, on voit qu'ils sont moins susceptibles d'apporter des soins personnels. Et enfin, en ce qui concerne plus particulièrement les étudiants, eh bien, il semble qu'ils s'investissent davantage dans les tâches domestiques, la gestion du domicile et le soutien émotionnel. Et quand ils vivent toujours au sein du foyer familial, ils vont davantage endosser un rôle de parent auprès de la fratrie. Alors nous, ce qu'on a souhaité faire dans Campus Care, donc c'est sur la base de l'échantillon total, les résultats que je vais vous présenter maintenant, ils portent sur tous les jeunes qui étaient confrontés à la maladie ou au handicap d'un proche. Donc, comme Géraldine vous l'a présenté tout à l'heure, 63,2% de l'échantillon. Et on a fait des analyses sur la base de leurs réponses à la MACA, qui est une échelle qui mesure les 6 types d'aides que je viens de vous présenter. Ces résultats, ils ont fait l'objet d'une publication qui est accessible sur notre site Internet. Alors, donc, l'analyse, elle consiste à regrouper les individus qui se ressemblent par rapport à l'aide qu'ils apportent. Et donc, c'est des analyses en cluster. Et ces analyses, elles ont permis de faire ressortir 6 profils d'aide. Donc là, vous voyez, ce sont les 6 profils. Et ici, les barres, ça correspond à chacune des tâches qui sont apportées à l'intérieur des profils. Donc, vous voyez, ici, il y a écrit 0. Quand la barre part vers le bas, ça veut dire que c'est une aide qui est peu apportée. Et quand elle va vers le haut, ça veut dire que c'est une aide apportée.
Alors, si on décortique un peu tout ça, eh bien, le premier profil, c'est un profil où les jeunes aident peu. Et c'est un profil qui est quand même assez important en termes de proportion parce qu'il correspond à 28 à peu près de cet échantillon de jeunes confrontés à la maladie d'un proche. Il se caractérise par certaines variables. Donc, ce sont plus souvent des hommes qui vont vivre avec leurs parents ou un des parents, qui vont être dans d'assez bonnes conditions financières et qui ne vont pas avoir de travail étudiant en plus de leurs études. Le deuxième profil, c'est un profil qui se caractérise par des tâches ménagères. Donc ici, on voit qu'il y a un peu d'aide qui est apportée à ce niveau-là, qui est aussi une proportion assez importante puisque c'est 24,7% de ces jeunes et qui sont des jeunes qui ne vont pas vivre avec leurs parents, qui ne vont pas vivre non plus avec le proche malade, qui vont être dans d'assez bonnes conditions financières et ne pas avoir de travail étudiant. Troisième profil, c'est un profil qui se caractérise par des tâches ménagères, donc plus importantes que dans le profil précédent. Et ce qui caractérise vraiment ce profil, c'est le fait d'apporter une aide financière. Donc, c'est à peu près 13% de ces jeunes. Et on voit que ce sont des jeunes qui sont plus âgés, qui ne vont pas vivre avec leurs parents, qui ont des moins bonnes conditions financières, qui vont avoir un travail étudiant, hein, donc c'est bien en lien avec l'aide apportée, et où le proche malade est plus souvent un parent qui va avoir une maladie somatique. Le quatrième profil, c'est un profil qui se caractérise par un soutien émotionnel très important aux proches aidés, donc à peu près 16% des jeunes. Et dans ce cas-là, les jeunes habitent plus souvent avec le proche malade. Ce proche malade, ça va généralement être un parent ou un grand-parent, et la maladie va être une maladie somatique ou psychiatrique. Le cinquième profil se caractérise donc par des aides à différents niveaux, mais principalement autour de l'aide à la fratrie, donc 11,6% de l'échantillon. Et ce sont des étudiants qui vont être plus jeunes, plus souvent des femmes, qui vont vivre avec leurs parents, vivre avec le proche aidé, qui vont avoir de moins bonnes conditions financières, mais pas de travail étudiant. Et le proche malade sera plus souvent un parent ou un membre de la fratrie qui a une maladie somatique. Enfin, le dernier profil, donc c'est celui qui est le plus faible en termes de proportion, c'est celui qui se caractérise par les aides les plus importantes. Et ce que vous pouvez noter ici, le niveau d'aide le plus important, c'est au niveau des soins personnels. Ce profil se caractérise par le fait que ce sont plus souvent des femmes qui vont avoir un travail étudiant, où le proche malade, c'est la mère, un membre de la fratrie ou un grand-parent, et qui va être en situation de handicap. Alors maintenant, si on croise ces 6 profils avec le fait de savoir s'ils sont jeunes aidants ou pas, eh bien, les jeunes aidants, on les trouve plus particulièrement dans ces 3 derniers profils qui se caractérisent par une aide plus importante. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de ces résultats? Eh bien, qu'il y a une hétérogénéité, une diversité des profils d'activité des danses, que ces profils ils sont associés à la nature de l'aide et à la fréquence de l'aide, qu'on voit aussi qu'il y a l'importance de l'aide quand le parent et le proche aidé, hein, le parent sort dans plusieurs profils. Et puis, il y a des profils qui sont caractérisés par la gestion du domicile, le soutien émotionnel et le soutien à la fratrie, qui sont des activités qui se sont montrées comme assez typiques chez les étudiants. Donc, ce qu'on peut dire de tout ça, finalement, c'est qu'il n'y a pas une seule manière d'aider, il n'y a pas une expérience identique de l'aidance. Alors, je vais maintenant passer la parole à Basilie Chevrier pour vous présenter la dernière partie des résultats. Bonjour à tous, merci beaucoup Géraldine, merci beaucoup Aurélie. Donc moi je suis Basilie Chevrier et je vais vous parler de suite de l'impact de l'aidance sur la santé. Donc quand on regarde un peu ce qui est dit dans la littérature sur cet impact, on retrouve qu'en comparaison aux autres jeunes, les jeunes adultes aidants ont une mauvaise santé physique, c'est-à-dire qu'ils vont se sentir fatigués, épuisés, ils vont faire des insomnies, ils vont avoir des problèmes de prise de poids, de mal de dos, de rhume, d'ulcères.
En fait, plus l'aide apportée est importante, plus la santé est dégradée. Ces jeunes adultes aidants, ils vont également avoir davantage de comportements à risque, c'est-à-dire qu'on retrouve davantage de consommation de drogue, d'alcool ou encore de relations sexuelles non protégées. C'est surtout la problématique de tabagisme qui est la plus importante comparativement aux autres problématiques de comportement de prise de risque. Ce qu'on retrouve aussi dans la littérature, c'est qu'en comparaison à ces autres jeunes, ces jeunes adultes aidants ont une mauvaise santé psychologique. Ils vont être inquiets, stressés, anxieux, dépressifs, ils vont être en colère, contrariés, ils vont avoir des ressentiments, ils vont se sentir seuls ou encore résignés. En fait, ces jeunes, ils vont se percevoir comme étant différents des autres. Et ce qu'on observe, c'est que le niveau de détresse psychologique va varier selon le type et la quantité d'aide apportée en référence aux aides que vient de vous présenter Aurélie. Dans Campus Care, nous nous sommes donc intéressés à la distinction entre ces jeunes adultes aidants étudiants, donc qui sont au chiffre de 15,9%, comme vous l'a dit Géraldine, par rapport aux non-aidants. Nous sommes venus les interroger sur leurs problématiques de santé, sur leur santé mentale, mais également sur leur satisfaction de vie. Ce qui ressort de nos résultats, c'est qu'en comparaison aux autres étudiants, donc ceux qui ne sont pas aidants, les jeunes adultes aidants perçoivent plus souvent leur santé comme pas très bonne. Ils vont également souffrir plus souvent de plusieurs maladies ou handicaps. En termes de santé mentale, ces jeunes ont une moins bonne santé mentale et vont rapporter moins de satisfaction de vie. Notons que plus de 80% des jeunes adultes aidants étudiants que nous avons interrogés ont un score clinique de détresse psychologique. Ce qui veut donc dire que 8 jeunes aidants sur 10 ont des problématiques de détresse psychologique. Pour autant, nous viendrons modérer ce résultat puisque nos données ont été en partie récoltées pendant la période Covid et qu'en fait, si nous reprenons l'ensemble de notre échantillon, donc les 6767 étudiants, 3 étudiants sur 4 ont un niveau clinique de détresse psychologique. Pour conclure sur la santé, en fait, ces jeunes vont être plus vulnérables face au développement de problématiques de santé physique et face au développement de problématiques de santé mentale. Ce qu'on observe, c'est que ces jeunes adultes aidants étudiants, ils vont négliger leur propre santé en faveur de celle du proche, malade, handicapé, aidé. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'ils seront plus vulnérables face au développement de comportements à risque. Ces comportements à risque sont pour eux une forme d'échappatoire face à la pression exercée par le rôle d'aidant, mais également par la pression exercée par le rôle d'étudiant. Maintenant, si nous nous intéressons aux impacts de l'aidant sur la trajectoire académique. Nous venons de le voir, il y a des impacts sur la santé aussi bien physique que mentale, sur les comportements de prise de risque, mais qu'en est-il de la trajectoire académique? Donc, sur notre échantillon, toujours en comparant les étudiants non aidants et les étudiants aidants, nous sommes venus cette fois-ci les interroger sur leur trajectoire académique avec leur parcours scolaire antérieur, leur année et filière d'études, le fait de se réorienter, donc de changer de filière dans l'enseignement supérieur, d'avoir fait le choix de suivre une formation en distance ou encore par rapport à leurs résultats académiques. Ce que nous observons, toujours en comparaison aux autres étudiants, c'est que les jeunes adultes aidants ont plus souvent redoublé au cours de leur scolarité passée. Ils ont d'ailleurs obtenu plus souvent leur baccalauréat sans mention ou avec la mention passable. Pour ce qui est de l'enseignement supérieur, ces jeunes sont plus souvent inscrits dans des filières de santé et de soins. Ils vont également avoir plus souvent recours à des formations à distance et ils ne vont pas plus souvent se réorienter. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont inscrits dans une filière dans l'enseignement supérieur, ils vont rester dans cette filière. Ils ne vont pas changer de filière. Ce qu'on retrouve également, c'est que ces jeunes perçoivent plus souvent leurs résultats académiques comme moins bons, alors même qu'ils n'ont pas une moins bonne réussite académique. C'est-à-dire que quand on leur demande s'ils ont validé leur semestre, ils ont tous validé leur semestre, mais pour autant, ils estiment qu'ils auraient dû mieux faire. Nous avons poursuivi notre réflexion en nous centrant sur le choix d'orientation. Comme nous venons de le voir, il y a davantage d'étudiants aidants dans les filières de santé et de soins. Nous sommes donc demandé si l'aidance était associée au choix d'orientation.
Donc, sur notre échantillon total, nous sommes venus faire 4 catégories. Nous avons une première catégorie, donc qui représente 20% de l'échantillon, qui sont les étudiants qui n'ont jamais été confrontés à la maladie ou au handicap d'un proche. On a 16% qui ont été confrontés à la maladie ou au handicap d'un proche par le passé, presque 3% qui ont été confrontés par le passé et qui le sont toujours, et un peu plus de 60% qui le sont exclusivement actuellement. Nous sommes venus les interroger sur leur choix d'orientation, donc la profession qu'ils envisagent d'exercer, sur leurs événements de vie. Est-ce qu'il y a un événement de vie particulier qui a décidé d'influencer votre choix d'études? Et enfin, sur la perception subjective de l'aide apportée. Ce qu'on observe, c'est que ceux qui sont actuellement confrontés à la maladie ou au handicap d'un proche vont plus souvent exprimer une volonté d'exercer une profession dans la santé ou le soin, contrairement à ceux qui ont été confrontés à la maladie ou au handicap d'un proche par le passé. Donc en fait, ce n'est pas le fait d'être ou d'avoir été confronté à la maladie ou au handicap d'un proche qui est associé à l'orientation, mais le moment où cela survient. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un jeune, pendant son enfance ou son adolescence, a été confronté à la maladie d'un proche qu'il a la volonté d'exercer une profession dans la santé ou le soin, mais bien parce qu'il y est confronté actuellement. Ensuite, nous avons dans cet échantillon donc 79, presque 80% d'étudiants qui sont confrontés à la maladie ou au handicap d'un proche par le passé et ou actuellement. Pourtant, quand on leur demande s'il y a un événement de vie majeur qui a décidé de leur choix d'orientation, ils sont seulement presque 15% à exprimer que oui, l'aidance est un événement de vie majeur qui a façonné leur orientation. C'est-à-dire que pour ces jeunes-là, l'aidance fait partie intégrante de leur identité. Ce rôle d'aidant fait partie de qui ils sont. Je suis aidant, je suis étudiante. Et c'est bien à partir du moment où ces jeunes s'identifient comme étant aidants qu'ils vont plus facilement s'orienter vers des professions dans la santé ou dans le soin. Pour conclure un peu sur la trajectoire académique, ces jeunes adultes aidants étudiants donc, optent plus facilement pour un programme de formation à distance. En fait, cette offre de formation leur permet de continuer à remplir leur rôle d'aidant et donc de rester disponibles pour leurs proches. Ces jeunes adultes aidants étudiants, ils se sentent moins satisfaits de leur performance académique. En fait, ils ont le sentiment de devoir faire mieux. Il va être difficile pour eux de maintenir des routines d'études, de suivre les cours ou encore de consacrer du temps à leurs études. Ces jeunes adultes aidants étudiants, ils sont aussi influencés dans leur orientation par leurs responsabilités liées à l'aidance. Nous venons de le voir, il y a davantage d'étudiants aidants dans les filières de santé et de soins, et lorsque le rôle d'aidant est partie intégrante de l'identité, on va avoir tendance à s'orienter plus facilement vers les filières de santé et de soins. Ces jeunes adultes aidants étudiants, ils sont en réalité divisés entre le désir d'être un bon étudiant et celui d'être un bon proche aidant. Ce qui va être compliqué pour eux, c'est de réussir à trouver un équilibre entre étudier et aider. Et je repasse la parole. Donc là, on a le temps de questions maintenant. Je vous invite à poser vos questions dans l'espace de discussion. Il y a déjà 2 questions, donc je propose de prendre ces questions. Par rapport à donc la première question, c'est la prévalence des mères ne vient-elle pas du fait que dans les familles monoparentales ou séparées, l'enfant vit plus fréquemment avec sa mère? Géraldine, tu veux peut-être répondre à cette question? Alors là, la question sur la représentation, peut-être un biais de représentation qu'on peut avoir autour de l'implication de la monoparentalité dans la jeune aidance en général. Alors, dans le cadre de l'étude Campus Care, on a bien interrogé avec qui ils vivaient, quelle était la composition de leur foyer.
Et donc en prenant en compte le fait qu'ils vivaient avec un seul de leurs parents, avec leurs 2 parents ensemble, leurs 2 parents séparément, seuls et ainsi de suite. Donc vraiment différentes modalités et sur ces modalités-là, on n'a vraiment pas retrouvé d'effet de différence entre, les jeunes adultes aidants et les étudiants non aidants. Donc cette représentation, de la monoparentalité, nous, on ne la confirme pas, dans nos résultats sur le plan empirique, puisqu'il n'y a pas d'effet mis en évidence sur cette dimension. Donc là, sans doute quelque chose à corriger dans les représentations qu'on peut avoir sur les compositions de foyers. Alors pour autant, il ne faut pas négliger le fait qu'évoluer dans un foyer monoparental va être associé à différents marqueurs de vulnérabilité sur le plan de l'ajustement psychologique. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'identification des jeunes adultes aidants, c'est pas un indicateur qui va être significatif. J'espère avoir répondu à l'interrogation. Alors ensuite, il y a une autre question. Est-ce que les jeunes qui apportent un soutien émotionnel uniquement sont considérés comme des aidants? Alors, je peux peut-être commencer à répondre et puis mes collègues compléteront. Bien, ce profil, il ressort d'abord, il ressort clairement de nos analyses, hein, comme il y a des jeunes qui apportent quand même exclusivement du soutien émotionnel. On voit bien qu'il y a une proportion non négligeable de jeunes aidants à l'intérieur. Nous, en tant que psychologues, on a tout de suite accordé beaucoup d'importance à ce soutien émotionnel, puisque voilà, on a même ajouté des échelles dans notre première étude à Docker et puis dans Campus Care aussi pour évaluer plus précisément le soutien émotionnel. Après, alors ça n'a pas été présenté là, mais dans l'échelle qu'on a utilisée en plus pour préciser ce soutien émotionnel, en fait, on voit que en tant que jeune adulte, eh bien, c'est un soutien qui est souvent apporté en fait par les jeunes adultes de manière un peu systématique. Mais du coup, pour répondre à la question vraiment, est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont aidants quand ils apportent exclusivement du soutien émotionnel? Je pense qu'on est tout en mesure de dire que la réponse est oui. Après, c'est rare qu'ils n'apportent que du Oui, soutien est-ce que émotionnel. vous m'entendez? Alors, je vais juste compléter éventuellement un niveau de réponse. Enfin, c'est vrai que pour nous, c'était quand même, enfin, j'insiste là-dessus, important qu'il y ait un certain niveau modéré d'activité, d'aide qui soit manifesté dans l'outil d'évaluation qu'on a utilisé, qui est la MACA, dans le cadre de cette étude, dans cet enjeu de différenciation des jeunes confrontés et des jeunes aidants. Puisque notre idée est quand même de pouvoir mettre en évidence d'éventuels besoins spécifiques associés à la situation d'aidance qui ne seraient pas nécessairement identiques à ceux associés à la confrontation à la maladie ou au handicap. Voilà, pour compléter un peu la réponse concernant ces niveaux d'aide. J'espère que la personne qui a interrogé ce point trouve satisfaction dans notre réponse. Émilie Bugnoz a interrogé le fait, est-ce qu'une étude aussi précise a pu être réalisée pour les aidants mineurs en distinguant les moins de 11 ans, les plus de 11 ans? Alors, je vais me permettre d'apporter un élément de réponse. Donc, nous, on a démarré nos recherches en 2018, on a monté ce programme de recherche GED. On a cette ambition de pouvoir apporter des données descriptives et des indicateurs d'identification pour les jeunes aidants sur toute la tranche développementale, effectivement, de 6 à 25 ans. Et on a commencé par les lycéens. Là, on vous produit les études, les résultats de l'étude chez les étudiants. On espère en 2024
fin 2024, vous produire des résultats sur les collégiens. Et puis, nous avons effectivement l'ambition, mais tout ça prend du temps et encore une fois, j'insiste, demande aussi un soutien financier important, mais nous avons cette ambition de pouvoir produire des données chez les plus petits, en niveau notamment école élémentaire, puisque là, les premières tendances, quand on compare les résultats de nos études, montrent vraiment des marqueurs développementaux différents. Et donc, il est tout à fait important de pouvoir produire des données chez les petits pour favoriser, encore une fois, l'identification de ces enfants, et puis déterminer aussi leurs besoins qui, a priori, ne seront pas les mêmes que ceux des jeunes adultes, typiquement. Alors, il y avait une question à l'occasion de votre étude Campus Care, avez-vous pu repérer des facteurs de protection associés au bien-être des jeunes étudiants aidants? Il y a plein de mesures, mais Basilie, peut-être tu peux en dire un mot, ce n'est pas des choses qu'on a présentées ici. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si on peut réellement parler de facteurs de protection, mais en tout cas, je parlerai d'effets bénéfiques aussi de l'aidance. C'est-à-dire qu'on est aussi venu interroger ces jeunes sur le développement de l'empathie, sur leur stratégie d'adaptation face au stress. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que ces jeunes adultes aidants étudiants, ils ont plus d'empathie. Donc, ils ont développé de réelles capacités d'empathie. Ils sont aussi davantage capables en fait, de faire face à des événements de vie stressants, donc d'adopter des stratégies qui soient dites adaptatives pour faire face à l'événement. Et ils sont également plus résilients. Donc, tous ces éléments-là sont aussi des éléments qu'il ne faut pas négliger quand on parle d'aidance et de jeunes adultes aidants étudiants. C'est-à-dire qu'il y a aussi le développement de capacités et de compétences qui peuvent être valorisées et valorisables. Alors, il y avait une question aussi sur est-il possible d'avoir une cartographie de jeunes aidants par département ou par université? Alors, je pense qu'on peut dire qu'on n'en est pas là. Il faut peut-être mettre quelques précautions à nos résultats parce qu'on a une taille d'échantillon qui est quand même assez importante avec plus de 6 000 étudiants, mais ce n'est pas un échantillon représentatif de la population puisqu'on a largement diffusé cette étude par différents biais. Certaines universités qui ont répondu favorablement, qui l'ont diffusé auprès de leurs étudiants, mais pas toutes. Certaines écoles aussi privées ou par exemple auprès d'étudiants en BTS. Mais du coup, on pourrait faire une cartographie par département, mais qui serait probablement très biaisée par le fait qu'il y a certains lieux où les jeunes ont dû très peu participer. Donc, voilà. Alors, on va dire qu'avec notre étude, je pense que ce serait peut-être pas très pertinent d'aller dans ce détail, mais je laisse mes collègues ajouter des précisions peut-être sur cette question. Non, c'est sûr qu'on a réussi à interroger tous les départements français et même d'outre-mer. Mais par exemple, en outre-mer, on n'a qu'une dizaine de participants pour représenter ces départements-là. Donc, ce n'est absolument pas représentatif. Et ça amènerait sûrement à des conclusions un peu biaisées que de vouloir absolument avoir une représentativité en termes de territoire. Pour faire ça, il aurait fallu avoir l'appui de l'ensemble des établissements. Et nous remercions tous ceux qui ont participé, mais c'est sûr que ce n'est pas forcément représentatif de chaque territoire. Alors, je continue sur la liste de questions. Peut-on parler de parentification chez les jeunes proches aidants travaillant en maison des ados? Nous pouvons régulièrement le remarquer. Géraldine, tu veux répondre à cette question? Alors là, ça fait appel à une conceptualisation théorique qui dépasse le champ strict de la recherche telle qu'on l'a conçue à ce stade. Si par parentification, on envisage le fait d'endosser certaines responsabilités qui sont plus régulièrement dans un foyer celle d'un parent, oui, on peut parler de parentification. Après, selon la manière dont, je veux dire, là, je rentre un peu dans des niveaux de détails, je vais faire court, mais selon la conceptualisation de la parentification d'un point de vue théorico-clinique à laquelle on se réfère, on ne va pas être dans une adhésion complète à cette
à cette conception, hein, puisque il n'y a pas, c'est pas parce qu'on est jeune aidant ou jeune adulte aidant qu'il y a une inversion complète des rôles au sein de la famille. Donc là, on pourra reparler de ces enjeux de parentification. Enfin, soyons un petit peu prudents dans la manière dont on va recourir à ce terme pour bien préciser la définition conceptuelle à laquelle on fait référence quand on l'utilise, puisque ça pourrait voilà, générer des effets qui soient un petit peu contre-productifs dans nos relations avec les jeunes et les familles. Alors, il y a aussi une question, avez-vous une idée du nombre de jeunes aidants vivant avec leurs parents souffrant de troubles psychiques? Alors, je pense qu'on n'a pas précisément été chercher la réponse à cette question, mais nous serions en mesure d'y répondre. Tout à fait. Il faudrait que je relance un petit tableau croisé pour vous donner l'information, mais là, je ne l'ai pas sous la main, je m'en excuse. Très bien, on maintient quand même un petit effet d'attente à nouveau hein, par rapport aux données qu'on peut produire. Basili, je pense que c'est pour toi la suivante. L'impact de l'aidance sur les études et l'orientation professionnelle est-il dépendant de la conscience des étudiants vis-à-vis de leur situation d'aidance? Alors, je dirais oui et non. Oui, puisque comme je vous l'ai présenté, le fait de se définir comme aidant fait qu'on va plus facilement déclarer vouloir faire une profession dans la santé ou dans le soin. Pour autant, quand on échange, quand on commence à discuter avec des jeunes adultes aidants étudiants, quand on lit un peu leur discours, on se rend compte que sans l'avoir totalement conscientisé, le fait d'avoir ce rôle-là actuellement fait qu'ils vont plus facilement s'orienter vers ces professions-là, vers ces filières-là, et que c'est au cours en fait de leur parcours qu'ils vont aussi tout d'un coup se rendre compte que c'est pour ça qu'ils font ces études-là, mais que dans un premier temps, ils vont s'orienter dedans sans nécessairement en avoir conscience. On observe un peu des deux en fait. Merci, Basili. Émilie nous demande, y a-t-il une explication au fait que les étudiants aidants soient majoritairement des femmes? Alors, là, la réponse va être simple, courte et je vais, un petit peu botter en touche. C'est, une caractéristique que l'on retrouve, chez tous les aidants, dans toutes les études conduites, auprès des aidants, quel que soit leur âge. Donc c'est pas spécifique à la jeune aidance, c'est plutôt, voilà, un résultat que l'on retrouve, voilà, dans tous les échantillons. Les explications sont multiples selon les théories auxquelles on se réfère. On va dire que l'explication dominante est quand même que on est encore dans une tradition héritée en termes de genre autour de la question du care et donc que les femmes seraient plus susceptibles d'endosser ces rôles. Alors, on pourrait consacrer un séminaire en entier à la question du genre et de l'aidance. Donc, Émilie, il faudra se contenter de ce niveau de réponse aujourd'hui. Alors, il est 14h55 et nous avons encore quelques petites choses à vous dire avant de passer au témoignage. Donc, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. On en prend note et peut-être, voilà, n'hésitez pas individuellement à nous renvoyer vos questions pour qu'on puisse y répondre voilà, plus tard. On va vous mettre notre adresse pour que vous puissiez nous poser vos questions dans l'après du webinaire si on n'a pas le temps d'y répondre par ailleurs. Donc Géraldine, je te laisse reprendre le fil. Oui, merci Aurélie. Voilà, mon ordinateur se réveille. Pour conclure cette première partie, il nous semblait important de faire un petit détour autour de la question comment aider les étudiants aidants. Et
un petit rappel finalement au regard de nos résultats et on voit que ces jeunes adultes aidants, ils sont à l'interface à plusieurs niveaux, puisque si on considère strictement le fait qu'ils sont des jeunes adultes, ils se retrouvent pris entre deux feux, hein, c'est-à-dire entre les systèmes de santé infanto-juvénile et les systèmes de santé adultes, avec encore aujourd'hui, mais là c'est bien indépendant de la question de l'aidance, hein, c'est une question de l'approche développementale de la santé mentale telle qu'elle est pensée en France, eh bien peu de systèmes de santé dédiés spécifiquement aux jeunes adultes, alors qu'on sait que ces jeunes rencontrent vraiment des défis sur le plan développemental qui sont très spécifiques à leur classe d'âge. Et puis, si on considère maintenant l'identité, le rôle d'aidant, eh bien, de la même manière, ces jeunes adultes aidants, ils se retrouvent pris entre des services qui existent pour les adultes aidants, majoritaires aujourd'hui, et puis quelques services, heureusement, qui sont proposés aux jeunes aidants et qui aujourd'hui sont plus particulièrement destinés aux enfants et aux adolescents. Donc, finalement, des jeunes adultes aidants qui sont un petit peu à l'interface de différents systèmes sans qu'il y en ait qui leur conviennent parfaitement en leur étant dédiés, hein, donc en adressant leurs besoins qui sont les mêmes que ceux des jeunes adultes, et puis les besoins spécifiques liés à leur situation familiale d'aidance. Sur le plan en plus de politique nationale, vous êtes sans doute nombreux à être au fait de la stratégie nationale Agir pour les aidants, dans laquelle la mesure 17 était dédiée aux jeunes adultes aidants étudiants avec la proposition de l'aménagement du rythme d'études, donc des conditions d'assiduité et d'examen. Cette mesure s'est bien accompagnée de la publication d'un décret pour cet ajustement des conditions de scolarité et d'assiduité. La question qui nous habite un petit peu, c'est finalement qui est au courant de cette mesure, et ce, à la fois chez les étudiants et chez les professionnels du supérieur, puisque à notre connaissance, ce décret a fait l'objet de très peu de communication. Toujours dans la stratégie nationale, il y avait une mesure complémentaire qui était tout à fait intéressante et qui permettrait finalement de répondre à des interrogations qui avaient été posées par rapport à l'éventuelle disparité territoriale dans la distribution de ces jeunes adultes aidants. Il s'agissait d'utiliser le service national universel et le service militaire adapté comme levier de repérage systématique des jeunes aidants, et ce dès 2020 dans ce qui était proposé dans la stratégie. Or, à ce jour, alors peut-être que l'information nous a échappé, mais nous n'avons pas eu connaissance de la restitution d'éléments autour de la mise en œuvre de cette mesure complémentaire. Et donc, on espère que ces éléments viendront, ou en tout cas que cette proposition de recensement sera reconduite pour être mise en œuvre. Alors, il y a donc cet ajustement des rythmes des conditions d'études qui est proposé par décret, d'autres services qui peuvent être proposés, mais finalement, la question qui nous habite, c'est que savent les étudiants? Alors, on a ajouté un petit volet qualitatif exploratoire à l'étude Campus Care et on a conduit des entretiens avec 110 étudiants. Et dans le cadre de ces entretiens qui étaient vraiment très courts, on avait une question qui était « Savez-vous ce qu'est un jeune aidant ?» Eh bien, les résultats nous ont un petit peu surprises, puisque au final, dans la distribution donc ces définitions apportées ont été codées, et le résultat clé, c'est que finalement, 82% des jeunes interrogés ne savaient pas ce qu'est un jeune aidant. Donc là, ça pose vraiment un enjeu de que faire. On peut proposer des choses, mais finalement, si les étudiants ne savent pas identifier la situation qui est visée par de telles mesures, c'est compliqué. Alors pour ceux d'entre vous qui seraient plus centrés sur la question des aidants adultes, bien qu'intéressés par la question de la jeune aidance, un petit résultat complémentaire, on leur a demandé ensuite, parmi ceux qui
ne savaient pas s'ils savaient ce qu'était un aidant en général. Et puis, 94,2% ne savaient pas non plus définir le terme aidant. Alors, ce petit détour par les résultats, c'est finalement pour soutenir la démonstration de la nécessité de produire des actions de sensibilisation à large échelle et donc à un premier niveau finalement dans la société en général, sensibiliser largement à la question de l'aidance et ce, à tous les âges de la vie. L'autre point l'autre population cible semble être effectivement les étudiants eux-mêmes pour favoriser l'auto-identification, la conscientisation et le fait de pouvoir se reconnaître comme aidant, le fait d'encourager au partage de leur situation familiale dans un contexte académique, universitaire et ce, en confiance. Et puis de favoriser une meilleure connaissance des droits associés à leur situation et des possibilités d'accompagnement, puisque si elles existent, on n'est pas certain que les étudiants soient en mesure de s'en saisir. Et puis, bien entendu, le dernier groupe qu'il faudrait cibler par ces actions, ce sont les professionnels. Les professionnels de santé, mais aussi, en premier lieu, sans doute, les professionnels responsables sur le plan académique, de diplôme, enfin ceux qui sont au contact finalement au quotidien avec les étudiants, avec toujours cet enjeu d'accroître l'identification des jeunes et puis de favoriser une meilleure connaissance des possibilités d'accompagnement, des spécificités liées à cette situation d'aidance et probablement de former à l'évaluation des besoins de ces jeunes pour pouvoir leur proposer des accompagnements adaptés au plus près de leurs besoins. Donc, finalement, ce constat, il nous montre qu'il est nécessaire que les pouvoirs publics se saisissent de la question des jeunes adultes aidants pour soutenir ce type d'action. Alors, si on regarde ce qui a pu être produit à l'international, eh bien, là, on a illustré quelques exemples. Il y a bien des choses qui ont pu être mises en place dans d'autres pays. Donc, on n'a aucun doute sur le fait qu'avec un petit peu de volonté et de mobilisation, les choses puissent également évoluer en France, tout en gardant vraiment comme leitmotiv le fait que si les jeunes aidants étudiants ne sont pas reconnus et considérés, ils sont ignorés et demeurent invisibles. Donc, cette nécessité d'accompagner leur visibilité. Et puis, le dernier point de notre message aujourd'hui, c'est qu'il est tout à fait essentiel d'associer les jeunes aidants étudiants aux réflexions sur les mises en place de dispositifs de soutien. On ne peut pas proposer des choses qui leur sont destinées sans finalement entendre quels sont leurs besoins et ce qui leur semble le plus soutenant face à leur situation.